OK. Donc maintenant, c'est enregistré, donc je recommence. Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ce deuxième webinaire. Donc, j'expliquais que la fois passée, nous avons insisté sur le statut et notre position vis-à-vis de la loi, pouvoir apprendre à se représenter en tant qu'homme, avec grand H, homme ou femme, plutôt que de se présenter en tant qu'homme de paille. OK? Et cette fois-ci, nous allons aller un peu plus en profondeur et nous allons petit à petit euh, nous préparer à, à voir exactement comment est-ce que nous pouvons euh, réclamer ou reprendre notre position originelle d'homme et ne pas être vu comme un citoyen ou homme de paille. Certaines personnes veulent avoir le comment faire directement, mais le comment faire sans comprendre pourquoi les choses sont faites d'une certaine manière, ce n'est pas la manière la plus efficace. On peut vous donner un document, un papier, dire, OK, vous avez ce document, ce papier, et aller présenter ce papier. Mais quand vous présenterez devant euh, une soi-disant autorité, ils vont vous questionner. Ils vont vous questionner. C'est pour ça qu'il est très important que tout le monde puisse comprendre l'origine, le comment et le pourquoi des choses. À partir du moment où on comprend l'origine, le comment et le pourquoi des choses, on est plus armé pour pouvoir défendre un dossier et on a une plus grande confiance en soi. Okay. Donc, j'ai préparé euh, une petite présentation PowerPoint pour, euh, pour expliquer un peu euh, l'étape suivante que nous allons développer. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Donc, donnez-moi 30 secondes. OK. OK. Voilà, tout le monde voit mon écran. Donc, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est je vais expliquer les deux types de systèmes légaux. Nous sommes dans un monde où il y a deux types de systèmes légaux. Et la plupart d'entre nous, et moi jusqu'à un certain moment, nous étions complètement euh, aveugles et nous ne comprenions pas ce qui se passe. Et beaucoup de gens qui ont pu avoir des interactions juridiques avec la Cour, souvent le système n'a aucun sens. Okay. Mais en réalité, le système a du sens, mais nous ne sommes pas formés pour pouvoir le comprendre. Et ça, c'est avec dessin qui ne nous montre, qui ne nous explique pas comment le système fonctionne. Donc, il y a deux types de systèmes légaux pour les uns et pour les autres. Okay. Et la séparation, ce n'est pas tellement l'argent ni quoi que ce soit, mais c'est la connaissance du système, des deux systèmes et de son application, l'application du système ou des systèmes. Euh, c'est vrai que quand on va à la cour parfois, le coût de pouvoir payer un avocat, se défendre, c'est tellement cher, etc., etc. Mais à partir du moment où on comprend comment les deux systèmes fonctionnent, eh bien, l'argent n'est plus tellement un problème. Okay. Donc, je pourrais prendre le temps de pouvoir parler de l'origine, de l'historique et de l'origine des deux systèmes, et je vais en parler de manière succincte. Euh, mais pour pouvoir aller vraiment dans l'historique et l'origine, euh, ce n'est pas ce que la plupart des gens qui sont présents ici veulent, et ça prendrait beaucoup de temps. Okay. Euh, on pourra parler aussi, on va parler tout un peu à l'aspect philosophique. Okay, l'aspect philosophique, moi, je la résume en deux choses. Hein. Il y a il y a un groupe de gens qui veulent être libres et qui veulent vivre selon leur liberté, qui ne veulent pas être encombrés de tu dois pas, tu peux, tu ne peux pas.
et un certain groupe de gens qui veulent contrôler la masse, qui pensent que pour le bien du monde, le bien de la majorité, il faut pouvoir contrôler les gens et contrôler tout ce qu'ils font. Et ceux qu'ils font jusqu'à vouloir contrôler euh, ce qui rentre dans notre corps, ce que nous pensons, etc. etc. OK? Euh, dans le système légal, il y a un aspect spirituel qui est indéniable. OK? Ce n'est pas un cours religieux, OK? Mais il y a certaines références bibliques que moi je vais faire. La Bible, c'est le livre de la loi. Et pourquoi je vais faire des références bibliques? Parce que ça va expliquer la manière dont j'ai compris. Je ne cherche pas à faire une église, je ne cherche pas à pouvoir faire que les gens me suivent. Enfin, j'espère que par ces informations, vous puissiez avoir une ouverture d'esprit et faire vous-même vos recherches pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Okay? Quelles sont les règles du jeu. Okay? Donc, les deux systèmes, okay, il y a la personne privée. Nous avons, je pense que tout le monde comprend maintenant, la personne privée, c'est la première fois peut-être que vous entendez ce terme, mais bon, la personne privée ou l'homme. L'homme, il a le droit de vivre une vie privée. Okay? Il n'a pas besoin d'être dans le public. Il a le droit de vivre une vie privée, okay? La personne privée ou l'homme, et la personne publique ou le citoyen. Okay? Pour ceux qui avaient suivi le webinaire au mois de mai, ils comprendront que les principes de la création et hiérarchie, j'avais expliqué, il y avait Dieu tout au sommet, puis il y a l'homme. Et l'homme sous Dieu, c'est l'homme qui a sa vie privée et qui a droit à toutes sortes de choses. Et puis il y a le gouvernement. Et puis en dessous du gouvernement, il y a le citoyen. Et ça, c'est l'homme public. OK? La personne publique plutôt. Donc, les deux systèmes, un système de loi pour la personne privée ou l'homme, et un système de droit pour la personne publique ou le citoyen, les deux systèmes coexistent. OK? Et ils coexistent sous différents noms. Il y a le droit commun, en anglais qu'on appelle common law, c'est ce qui est commun aux hommes. C'est ce qui est censé, OK? Qui a du sens, que tout le monde peut comprendre. On n'a pas besoin d'aller faire des études universitaires en droit pour pouvoir comprendre. Et il se résume à ne causer aucun tort ou de mal ou de perte à autrui, à un autre homme. Okay? Et alors, il y a le droit civil romain, en anglais le civil law. Ça, c'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui, en fait. On essaie de pouvoir mettre de côté le droit commun et imposer à tout le monde le droit civil romain. Le droit commun s'applique à l'homme ou à la personne privée et le droit civil romain, ok, s'applique plutôt aux citoyens ou à l'homme de paille. Ok. Les deux, comme je dis, coexistent ensemble et nous allons voir comment est-ce que nous pourrons. La première chose, c'est de pouvoir faire la différence entre les deux. Okay? Le droit commun ou le droit privé, c'est les droits qui sont naturels et imprescriptibles à l'homme. Okay? En fait, ce que c'est, comme je dis, ne commet aucun tort ou mal à autrui. Dieu a donné en fait la terre, le créateur, peu importe ce que vous voulez l'appeler, a donné la terre à l'homme et lui a donné l'autorité suprême sur la terre. Et l'homme, normalement, il n'y a rien qui lui interdit sur la terre si ce n'est de causer un mal ou un tort à son prochain. Okay? Ça, ce sont les droits naturels qui sont sous le droit commun. Okay? Quand on est dans le droit privé au droit commun, nous avons notre plein pouvoir et notre liberté, notre pleine liberté. Nous pouvons aller et venir comme on veut, sans devoir rendre de compte à personne. Il n'y a personne qui va me dire après 18 heures, tu dois être à la maison. Okay? Ça, ce genre de règles ne s'applique pas à l'homme. Dans le droit commun, droit privé, vous êtes responsable et vous répondez de vos actions. Si vous commettez un mal ou un tort à autrui, ben, vous êtes responsable et vous devez être dans une position de pouvoir réparer le tort que vous avez commis à autrui. Vous avez une responsabilité commerciale illimitée. Ça peut effrayer peut-être certaines personnes, mais
dans des sessions à venir, nous verrons qu'il n'y a rien d'effrayant là-dedans. OK? Vous avez une responsabilité commerciale illimitée. Donc, si vous causez des dégâts à qui que ce soit, eh ben, vous êtes responsable et vous devez répondre de vos actions. Dans le droit commun au privé, vous avez droit à la vie privée et vous avez droit à la propriété privée. Ce qui est important à savoir là, c'est que la plupart d'entre nous qui, par exemple, euh, clamons être propriétaires de biens immobiliers, en fait, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas et je pense que par déduction, certains d'entre vous ont déjà compris le piège. J'achète un bien immobilier ou même une voiture, je pense que c'est ma voiture en réalité. La voiture, je l'ai enregistrée au nom de l'homme de paille et l'homme ou du citoyen. Et les citoyens appartenant à l'État, tout ce que le citoyen possède, eh bien, c'est l'État qui possède. En réalité, moi, je paye, je travaille, j'achète des choses et tout ce que j'achète, eh bien, c'est la propriété. Je donne cela à l'État parce que je l'enregistre au nom du citoyen. Lorsque vous êtes dans le droit commun, le droit privé, le service public est à 100% à votre service. Euh, euh, c'est vous qui êtes le créateur du gouvernement et le service public est là maintenant pour vous servir. Pas pour vous asservir, mais pour vous servir. OK? Et dans le droit commun, c'est la loi des contrats qui est suprême. Et la loi des contrats, comme je l'ai dit la semaine passée, nous allons revisiter ce domaine de la loi des contrats. Okay? Donc, dans le droit commun, il y a le concept de réellement de la personne privée et de ses droits. Okay? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est les éléments principaux qu'il faut comprendre dans le droit commun ou le droit privé. Maintenant, sous la loi civile romaine, okay, c'est la loi qui s'applique aux citoyens, c'est le gouvernement qui crée les règles du jeu. Contrairement au droit commun, où c'est Dieu qui nous a donné, qui est le créateur, qui a établi les lois que nous devons suivre. Dans la loi civile romaine, eh bien, le créateur du citoyen, c'est le gouvernement. C'est lui maintenant qui crée les règles du jeu. Et comme on l'avait vu pour les personnes qui ont vu la vidéo L'homme et le citoyen ne peut qu'obéir et se soumettre. Il n'a pas vraiment, d'autres possibilités si ce n'est que d'obéir et se soumettre à tout ce qui est dit. Okay? Les droits sont très limités. Si on parle de droit. Quand on regarde dans les livres de droit en France, en Belgique, on verra que ce sont des codes. Okay? Tout est codifié d'une certaine manière à servir le citoyen. Okay? Contrairement au droit commun où on peut tout faire. On est libre de soi-même, libre de nos actions. Dans le droit ou la loi civile romaine, nous n'avons en réalité aucun droit. Okay? Le service public est votre maître, okay? Et vous devez lui obéir au poil et à l'œil. Tout comme le Créateur a créé l'homme et lui a donné des droits, eh bien, le gouvernement crée le citoyen ou l'homme de paille et lui donne aussi des droits qu'il appelle les droits de l'homme. C'est une supercherie parce que les droits de l'homme ne peuvent pas venir de la création de l'homme. L'homme crée le gouvernement et ce n'est pas le gouvernement qui peut donner des droits à l'homme. C'est le créateur de l'homme qui va lui donner des droits. On appelle ça des droits de l'homme et ces droits de l'homme sont vraiment déterminés, limités et voilà quoi. Ces droits ne sont pas individuels, okay, mais ils sont en fonction de la sûreté publique. C'est-à-dire que dans le droit commun, nous avons nos droits individuels. J'ai le droit de vivre ma vie et personne ne peut m'interdire à vivre ma vie de la manière dont j'ai envie de vivre ma vie, tant que je me soumets aux lois du Créateur, c'est-à-dire je ne cause aucun mal, tort ou quoi que ce soit à autrui. Okay.
Euh, et tandis qu'ici, les droits sont en fonction de la sûreté publique. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui avec cette histoire du Covid. Euh, eh bien, à cause de la sûreté, entre guillemets, publique, eh bien, on retire aux citoyens certains droits sous le prétexte que, bien, ça va, si vous ne vous soumettez pas à ces droits-là, vous devenez un danger pour la sûreté et la santé publique. Et c'est là où la plupart d'entre nous, euh, pas d'entre nous ici, mais bon, la plupart des hommes vont aller manifester, se plaindre. Une fois que vous manifestez, en fait, vous donnez crédibilité à ce gouvernement, vous dites, OK, je reconnais que tu es le chef, mais attends, ce que tu fais là, c'est pas acceptable, je suis pas d'accord. OK. Mais si ce n'est pas le chef, si le gouvernement n'est pas votre chef ou n'est pas votre supérieur, que vous n'êtes pas son sujet, il n'y a pas lieu d'aller manifester. OK. Dans la loi civile romaine, on a besoin d'un permis pour la plupart de nos activités. Et qu'est-ce qu'un permis? Un permis, c'est quelque chose qui vous permet de faire une activité qui est illégale. C'est ça la définition d'un permis. Cette activité est illégale, alors vous allez demander un permis. Et il y a des permis pour tout. Il y a les permis pour tuer. C'est les gens qui travaillent pour la CIA, le Mossad et toutes les organisations secrètes. Ils ont des permis de tuer. OK. Donc, il y a les permis de conduire. Donc, conduire devient une activité qui est interdite. Vous ne pouvez la faire que si vous avez un permis. OK? Et il y a beaucoup de choses aux États-Unis, même pour se marier, vous devez avoir un permis. C'est la première fois que j'ai entendu ça, je me suis rendu compte que les choses vont très loin, peuvent aller très loin. On peut vous donner un permis pour n'importe quoi. Avec le Covid, on vous donnera peut-être un permis pour quitter la maison. C'est-à-dire quitter la maison, c'est interdit. Mais avec un permis, on vous donne maintenant la possibilité de quitter la maison. C'est-à-dire que le permis, c'est ce qui vous permet de faire quelque chose qui est interdit. Et donc, quand on a des permis pour la plupart de nos activités, c'est-à-dire que sous la loi civile romaine, la majorité des choses sont interdites aux citoyens. Et s'il veut le faire, eh bien, il doit avoir un permis. S'il veut s'engager dans une certaine activité. OK? Donc, il y a deux types de lois pour deux modèles de vie, la vie privée et la vie publique, et c'est à nous à choisir. Maintenant, comment est-ce que nous choisissons? OK? Une chose que je veux dire, c'est que il faut apprendre à vivre dans les deux systèmes. Je suis quelqu'un qui, j'essaie en tout cas de ne pas être trop extrémiste, bien que certaines personnes me trouvent peut-être extrémiste, mais parfois, dans tous les systèmes, il y a des avantages et des inconvénients. OK? Euh, et c'est pour ça que je ne veux pas être complètement extrémiste et rejeter certaines choses. Bien que nous tous, nous avons parfois des choses que nous rejetons à 100%. Okay? Mais dans le système légal, euh, une fois qu'on comprend les deux systèmes, un système qui est sous le droit commun et un système qui est sous le droit civil romain, eh bien, nous essayons de voir euh, comment tirer les avantages des deux systèmes. Et si on reste rien que dans un seul système, je pense que chaque système a des inconvénients euh, pour lesquels la plupart d'entre nous ne seront pas satisfaits. Il y a certaines personnes qui ne veulent rien avoir à faire avec la matrice ou avec le système. Absolument rien à voir. Et qu'est-ce que ces personnes font? Ils vont dans les bois ou prennent un lopin de terre et vivent et deviennent euh, euh, indépendants. Ils ont leur propre système pour purifier l'eau, ils ont leur propre, ils font pousser leurs propres aliments, ils ont leur propre bétail, etc., etc. Et donc, ils vivent en fait complètement, ils ne veulent rien avoir à faire avec la matrice ou avec le système. C'est un choix. Je ne pense pas qu'il y a un choix qui est mauvais ou un choix qui n'est pas mauvais. Chacun a des circonstances différentes. Les personnes qui peuvent faire ça, déjà doivent avoir l'argent pour pouvoir acheter le terrain. Et tout le monde n'a pas peut-être l'argent pour pouvoir acheter le terrain. Okay? Il y a certaines personnes qui ont peut-être des difficultés financières ou des difficultés de santé, et le système a été très fort pour nous, euh, nous cacher
l'information dans beaucoup de domaines. Combien de gens aujourd'hui sont capables de pouvoir faire pousser ne fût-ce que des tomates? Combien de gens sont capables de pouvoir comprendre les symptômes d'une maladie ou quoi que ce soit? Et donc, il y a des services que le système ou la matrice peut fournir qui sont, dans une certaine mesure, selon moi, encore nécessaires, dont nous avons besoin. OK? Imaginons qu'il y a quelqu'un qui vient cambrioler votre maison, ben, on sera peut-être content de pouvoir faire appel à un service de sécurité ou de la police pour pouvoir venir s'occuper de notre protection. Ou s'il y a eu un accident, que l'ambulance puisse venir à la maison et ne fût-ce que donner les premiers soins. Donc, rejeter à fond un système, euh, c'est une tendance que plusieurs peuvent avoir, euh, surtout quand on comprend comment nous avons été entubés par le système. Mais il faut essayer d'avoir une certaine, prendre un certain recul et dire, OK, je n'avais pas compris comment le système fonctionnait maintenant, et maintenant que je le comprends, quelles sont les possibilités? Une fois que vous comprenez les règles du jeu, ben, il y a des possibilités de part et d'autre. Et comment est-ce que, ça peut paraître un peu égoïste, mais bon, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme, c'est vis-à-vis d'un système. Comment est-ce que je peux apprendre, tirer avantage des deux côtés? Okay. Et pour cela, il faut bien comprendre la philosophie de chaque système. À partir du moment où on comprend bien la philosophie de chaque système, eh bien, on peut vivre, entre guillemets, dans les deux systèmes et tirer le maximum d'avantages des deux systèmes. Okay. Donc maintenant, je vais passer à la représentation, parce que la représentation et les symboles. Pourquoi? Parce que une personne, ce que vous pensez être vous, votre vie, est représentée sur papier. Et c'est là le danger. C'est le danger, comme je l'ai expliqué, je vais encore le redire plusieurs fois, le danger, c'est de prendre ce papier et penser que ce papier, ce qui est sur ce papier, c'est vous. La réalité, c'est que même quand vous regardez dans un miroir, ce n'est pas vous que vous voyez dans le miroir, c'est votre reflet. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez utiliser qu'une place dans le temps et dans l'espace. Il n'est pas possible que vous pouvez vous trouver à deux endroits en même temps, dans le temps et dans l'espace. Donc, je ne peux pas être debout et je tiens mon passeport en main et que le passeport que je tiens en main, c'est en même temps moi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être devant le miroir et regarder et être en même temps de l'autre côté du miroir. Ça a l'air très philosophique, mais en fait, c'est un fait. Okay? Vous ne pouvez pas être des deux côtés du miroir. Donc, déjà, pouvoir se mettre à l'esprit qu'en fait, ça, c'est mon reflet. Ce n'est pas moi, c'est mon reflet. La plupart des gens, dans le langage, ils disent c'est moi, c'est mon reflet, c'est moi. Euh, le langage est faux. Okay? Ce n'est pas moi, c'est mon reflet. Okay? Quand on se présente à un contrôle de douane, que ce soit à l'aéroport ou que ce soit, alors la plupart d'entre nous, on va donner notre pièce d'identité, ce qu'on reconnaît comme étant notre pièce d'identité. Et si c'est la vôtre, et l'agent de douane regarde et dit non, ce n'est pas vous. La plupart des gens vont se fâcher de si c'est moi. En réalité, non, ce n'est pas vous. Faut répondre à l'agent, ce n'est pas moi. Je suis ici, comment est-ce que je peux être entre vos mains en même temps? Okay? Vous avez un papier qui est censé représenter ma personne, mais ce n'est pas moi. Cette représentation qui est sur papier, elle peut ou ne pas comprendre une photo. Okay? Euh, un passeport, une photo, carte d'identité, une photo, permis de conduire, une photo, mais si on prend l'acte de naissance, ça n'a pas de photo. Ou parfois, il y a d'autres documents qui n'ont pas de photo. Okay? Mais ce n'est toujours qu'une représentation, et c'est la représentation d'une personne. Okay? Une chose qui ne manque jamais dans ces représentations, c'est les symboles. Okay? Donc la première chose, c'est comprendre que votre vie médicale, les symptômes que vous avez dans votre corps, si vous avez une maladie ou quoi que ce soit, c'est écrit sur papier, donc c'est représenté sur papier. Votre vie financière, ce que vous avez en banque, eh bien, c'est représenté sur papier.
Et quand vous allez vous présenter dans un bureau quelque part, vous donnez le papier, et le papier que vous donnez, c'est la représentation. C'est censé être la représentation de votre vie. OK? C'est, vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous représenter sur une autre personne que sur cette personne-là qui est votre pièce d'identité, votre homme de paille ou votre passeport. OK? Et donc, c'est ce que vous représentez selon vous pour votre vie. Mais est-ce que cette représentation reflète réellement la réalité? C'est une fiction, c'est une idée. Est-ce que ça reflète réellement la réalité? Je prends le domaine médical où on a pu diagnostiquer quelqu'un avec juste une angine, alors que c'était un cancer. Donc la représentation sur papier ne représentait pas la réalité. OK? Et donc c'est comme ça qu'il faut vraiment pouvoir, je donne ces exemples pour pouvoir vraiment faire attention que ce qui est sur papier, ce n'est pas 100 ce qui est la réalité. Je dirais même pas peut-être 50 de ce qui est la réalité. OK? Maintenant, dans toutes ces représentations, il y a les symboles. OK? Et un des symboles sur lesquels je veux attirer l'attention aujourd'hui, c'est le style de l'écrit, qui est très important. Le style, c'est la manière dont vous êtes représenté sur papier. Donc, les symboles, qu'est-ce qu'un symbole? La définition, c'est un signe figuratif, un être animé ou une chose qui représente un concept, qui est l'image, l'attribut ou l'emblème. Donc, un symbole, c'est quelque chose qui représente un concept. Ça ne représente pas toujours la réalité. Ça représente rarement la réalité. Ça représente souvent un concept parce que ce qui est réel, c'est difficile parfois de le représenter sur papier. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres vivants, en tant qu'hommes, femmes, nous pensons en images. Nous pensons en image. C'est pour ça que l'image est très forte dans les publicités, tout ça, parce que c'est la manière dont nous pensons. Si je vous parle d'un éléphant rose, vous n'allez pas voir dans votre esprit le mot éléphant rose. Vous allez voir l'image d'un éléphant en rose, bien que ça n'existe pas, mais vous pouvez l'imaginer. OK? Donc, le symbole, souvent, c'est une image. C'est un signe ou une image qui représente un concept. Par exemple, le drapeau, c'est le symbole de la patrie. C'est quoi la patrie? C'est un concept. Qu'est-ce qu'on peut dire de la patrie? Prenez 10 personnes, peut-être 10 personnes auront des définitions différentes de la patrie. Oui, la patrie, c'est mon pays. La patrie, c'est le groupe de gens qui font mon pays. On a tous en tête une image vague de la patrie. Et cette patrie qui est un concept, ben, elle est représentée par un drapeau. OK? Le symbole du dollar. OK? Un symbole, et on sait on sait que c'est le symbole du dollar. Mais c'est quoi un dollar exactement? Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner quelque chose de spécifique pour dire oui, en fait, ça, c'est un dollar. On va peut-être me donner un billet de 1 dollar. C'est un dollar, oui, bon, c'est un papier avec des dessins et des schémas et beaucoup de symboles dessus. C'est quoi un dollar? Si vous me donniez papier, un autre papier, quelle est la différence? Comprenez? Donc, le dollar aussi, c'est un concept et il est représenté par un symbole. OK? La lettre A, symbole de la lettre A minuscule. Le A qui est représenté, c'est le symbole de la lettre A minuscule. Et l'autre, c'est le symbole de la lettre A majuscule. C'est quoi la lettre A? Bon, regarde, bah, c'est un A. C'est un concept. C'est une idée, c'est une image. OK? Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que dans le langage, donc les mots sont des symboles. OK? Dans le langage juridique a beaucoup de symboles. Nous allons regarder maintenant le langage juridique des symboles. Parce que quand nous rentrons maintenant dans le domaine légal, il faut pouvoir comprendre l'importance des symboles. Pas simplement des mots, mais l'importance des symboles. OK? Le drapeau, c'est un symbole, et c'est un symbole juridique. Si quelqu'un va brûler un drapeau, il aura commis un crime. Et il peut être amené à la cour parce qu'il a brûlé un drapeau. OK? Et c'est un symbole qui est très important en droit. OK? La toge des juges, le chapeau des juges, la manière dont ils s'habillent. OK?
la manière dont ils rentrent à la cour et tout le monde se lève et tout ça, ce sont des symboles. Et ces symboles parlent. Le symbole, c'est un langage caché, c'est un langage codé. En fait, tous les symboles sont des langages codés. Vous regardez ici le mot sur l'écran drapeau, c'est un langage codé, mais vous avez appris à ce code, alors vous le comprenez. Mais vous donnez ça à quelqu'un qui parle, par exemple, le chinois et qui n'a jamais appris le français, vous lui montrez le mot drapeau, il ne va rien comprendre parce que c'est un code. OK? Donc, tous les symboles, ce sont des langages codés. Et si vous n'êtes pas conscient, vous ne prenez pas conscience des codes, okay, des symboles juridiques et de ce que ces symboles veulent dire, eh bien, vous ne pourrez pas facilement jouer dans ce jeu. Je ne veux pas vous effrayer, ce n'est pas très difficile à comprendre. Okay, les codes, il y a certains codes qui, ils ont peut-être des milliers de codes, mais il y a certains codes qui sont élémentaires et quand vous comprenez ces codes-là, là, vous pouvez être vis-à-vis d'un avocat, d'un juge, et vous allez parler même un langage et tous les deux, vous allez vous comprendre. Okay? La cour qui est comme un bateau. Et je ne pense pas que beaucoup de gens ont remarqué que le format d'une cour de justice, eh bien, c'est un bateau. Et c'est un symbole. Pourquoi? Parce que c'est la loi romaine civile qui est la loi maritime. C'est la loi de la mer ou la loi des eaux. Okay? Et c'est pour ça que la cour est comme un bateau. Quand on vous amène à la barre, c'est la barre d'un bateau. Okay? Sur le bateau, il y a le capitaine qui est en haut, puis il y a la barre qui est devant. J'aurais dû peut-être mettre un bateau ici pour que vous puissiez comprendre tous les éléments. Okay? Mais c'est un code qui est aussi très puissant. Okay? Les écrits en majuscules, d'un point de vue juridique et légal, c'est très important. Quand vous étiez à l'école, on vous a appris comment écrire votre nom. La première lettre majuscule et puis les autres lettres minuscules. Mais quand vous remplissez tout document légal, on vous dit d'écrire tout en majuscule. C'est des fautes grammaticales, selon nous, d'écrire mon nom en toutes lettres majuscules. OK? Mais non, c'est un code et il vous demande de jouer avec eux dans ce code et c'est pour ça qu'il vous demande d'écrire votre nom en majuscule. Non seulement en majuscule, mais de l'écrire avec un bic noir. Vous ne pouvez pas utiliser un bic bleu, vert, rouge. Pourquoi pas utiliser un bic d'une autre couleur que le noir? OK. On vous dit non, c'est parce que l'ordinateur voit mieux le noir. L'ordinateur a des yeux pour voir la couleur, non. Et souvent, bon, maintenant, on scanne, mais à l'époque, c'était les gens qui recevaient les documents et qui encodent ça dans un ordinateur. Quelle est la différence que ce soit en noir, rouge, bleu ou quoi? Parce que chaque couleur est un symbole et un symbole qui est très important. La majuscule est un symbole juridique qui est très important. Les titres monsieur, madame, d'où vous viennent ces titres? Et certains me disent, moi, mais je suis un monsieur parce que je suis un homme et je suis madame parce que je suis une femme. Non, ça n'a rien à voir parce que quand vous remplissez un document légal, on vous demande de mettre votre titre et puis après, on vous demande de mettre votre genre, si vous êtes masculin ou féminin. Si le monsieur était automatiquement masculin, pourquoi on vous demande de mettre le titre monsieur et puis ensuite de mettre le genre? Et alors, il peut y avoir le titre docteur, il peut y avoir ici en anglais, il y a sir, il y a toutes sortes de titres. OK? Tous ces titres aussi, ce sont des codes juridiques qui vous placent dans un statut et dans un niveau de capacité euh, juridique qui peut être avantageux pour vous ou pas. OK? Mais le titre monsieur, ce n'est pas vos parents qui vous l'ont donné, ce n'est pas le créateur qui vous l'a donné. Le titre monsieur ou madame, ce sont des titres qui nous sont donnés par le gouvernement. À partir du moment où le gouvernement nous donne quelque chose et qu'on accepte, eh bien, on est en contrat avec le gouvernement. On est d'accord avec le gouvernement. Les noms de famille qu'on s'approprie, ok? La plupart des gens vont dire que oui, ça c'est mon nom. Je m'appelle Songolo Pakala. Or que Pakala, ce n'est pas ton nom. C'est le nom de ta famille, c'est le nom de ton clan, mais ce n'est pas ton nom à toi. Ok? Donc,
d'accord? Et quand les parents ont un enfant, ils disent: «Ah, on va l'appeler comment? On va l'appeler Joël». Il ne dit pas: «On va l'appeler Joël, Dupont», on va l'appeler Joël point barre. Et là, je donnerai, un exemple. Quand, en Belgique surtout, et je ne sais pas si en France c'est la même chose, je pense qu'en France c'est la même chose, mais si en Angleterre où je suis c'est un peu différent, mais en Belgique, eh bien, vous avez un enfant qui est né, eh bien cet enfant doit prendre automatiquement le nom de son père. Et je pense que les personnes qui sont d'origine étrangère ont beaucoup d'histoires où leur premier enfant est né, on va à la commune et alors, on donne à l'enfant le bazar de tous les noms du papa. Et si le papa s'appelait, parce qu'à l'époque, pour nous surtout, qui venons de certains pays d'Afrique, nous n'avions pas de prénom. Et donc le papa pouvait s'appeler, Nakwale Kwenale Muyoyo Mujimba, eh bien l'enfant hérite de tout ce nom. J'ai eu cette expérience où j'essaie de dire à l'officier de l'état civil que non, c'est pas ça le nom de famille. Ben, je n'avais aucun droit. Je ne pouvais rien dire. Ils m'ont répondu: «Monsieur, vous n'avez pas le droit. C'est ce nom que cet enfant va porter». À partir du moment où c'est l'État, la commune qui impose le nom à l'enfant, ben, il y a un problème. OK? Et d'un point de vue juridique, on pourra regarder à cela. OK? Donc là, maintenant, je vais, rapidement passer, à l'importance des écrits en majuscules. OK? Hem, c'est ce qu'on appelle le capitis diminutio ou bien capitis diminutio. OK? Le capitis diminutio est un terme utilisé dans le droit romain. Donc, l'origine part de Rome. OK? Et se réfère à l'extinction en tout ou en partie de l'ancienne capacité juridique d'une personne. C'est-à-dire, vous pouviez avoir une certaine capacité juridique, hein, étant peut-être un homme libre, à partir du moment, par exemple, où vous avez commis un, un crime, hein, je veux dire un crime, euh, et que la personne vous a amené au tribunal et qu'on a décidé que oui, vous avez commis ce crime, eh bien, on vous retire une certaine capacité juridique. Et une fois qu'on vous retire cette capacité juridique, eh bien, cela se manifeste de la manière dont votre nom sera écrit. OK? Et donc, il y a trois changements d'état ou de conditions accompagnent de conséquences différentes. La première, c'est capitis diminutio maxima. Vous avez le capitis diminutio media et vous avez le capitis diminutio minima. OK? Le capitis diminutio maxima, c'est, par exemple, Gaston Lagaffe, tout le nom écrit en majuscule. Là, vous avez un maximum de perte de votre capacité juridique. OK? Le capitis diminutio maxima, c'est la perte de statut la plus élevée ou la plus complète qu'un homme ou une femme peut subir. Cela se produit lorsque la condition d'un homme est passée de la liberté à la servitude ou quand il est devenu esclave. Ça, c'est selon le droit civil romain. Donc, quand votre nom est pleinement en majuscule, eh bien, c'est la perte de capacité maximale. Vous êtes réduit à l'état de servitude. C'est un symbole, c'est un langage qui jusqu'aujourd'hui n'a pas changé. La seule chose, c'est qu'on ne nous l'enseignait pas. Okay? Alors, vous avez le capitis diminutio media, okay, où votre prénom est écrit correctement, première lettre majuscule et les autres en minuscule, mais le nom de famille est écrit tout en majuscule. Okay? Donc, média, c'est une perte de statut moindre ou moyenne. Okay? Cela se produit lorsqu'un homme a perdu ses droits de citoyenneté, mais sans perdre sa liberté. C'est-à-dire, ses droits civiques ont été réduits, okay? Mais il n'a pas perdu sa liberté. Il n'est pas réduit au niveau d'esclavage ou de la servitude. Okay? Mais il pouvait aussi parfois perdre ses droits à la famille. C'est-à-dire que euh, les droits familiaux qu'il avait avant, ben, il ne les aura plus. Okay?
Alors, vous avez le capitis diminutio minima, OK? Et ça, c'est le degré le plus bas ou le moins complet de perte de statut. Cela se produit parce que les relations familiales d'un homme seul ont été modifiées. Donc, on a juste modifié les relations familiales, mais il reste toujours un citoyen et il reste toujours un homme libre. OK? Donc, maintenant, ça, c'est l'introduction pour essayer de vous montrer comment euh, vous êtes représenté vis-à-vis de l'État. Quand vous présentez un document où votre nom est tout à fait en majuscule, eh bien maintenant, vous savez ce que ça représente. Les officiers de l'État vous considèrent simplement comme une personne qui a une perte totale de sa capacité juridique. On vous donne certaines capacités juridiques en tant que citoyen, OK? Euh, ce que nous allons voir dans la session prochaine, excusez-moi, ce que nous allons voir la session prochaine, c'est le minima, c'est ce qui est la manière dont le nom est utilisé dans le droit commun. Les personnes qui connaissent le droit commun savent que leur nom doit être écrit de cette manière-là. S'il n'est pas écrit de cette manière-là, eh bien, ou quand on leur présente des documents avec leur nom tout en majuscule, hein, ils rejettent ce document parce qu'ils disent, bon, ce n'est pas moi. Maintenant, il y a moyen de voir les choses. Par exemple, si vous allez à la banque, on va toujours mettre votre nom en majuscule. Bien qu'il me semble que j'ai un ami qui a demandé que son nom soit écrit en minima. Et apparemment, la banque, sur sa carte de banque, ils ont écrit ça en minima. Mais la plupart des gens, leur carte de banque et tout ça, ce n'est pas eux, l'homme, OK? C'est le citoyen. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que à partir du moment, et nous verrons ça, à partir du moment où vous jouez dans le jeu du commerce et de l'argent, eh bien, vous ne pouvez jouer dans ce jeu qu'en tant que citoyen, pas en tant qu'homme.